Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver à l'occasion de votre journal. Nous sommes le lundi 8 avril et voici les titres. Le Printemps des Arts s'est clôturé hier soir en la cathédrale de Monaco. Son directeur artistique Bruno Mantovani fera à nos côtés le bilan de cette 40e édition. Nous en profiterons pour vous dévoiler également le tout dernier concert du festival qui a ému toute l'Assemblée. Le padel est le sport tendance de ces dernières années. À Monaco, la deuxième édition de la Five Padel Cup réunit des célébrités du monde du sport. Nous recevrons Gaël Givet, ancien joueur international de football, qui y participe. Et puis nous nous rendrons à la Turbie pour assister au tout premier tournoi de beach volley organisé par l'AS Monaco Volleyball. Et pour finir, nous vous proposerons un Focus Info inédit. Une équipe de Monaco Info s'est glissée dans les coulisses du Théâtre des Muses. Mais nous débutons ce journal avec cette information. Le maire de Monaco, Georges Marsan, a repris ses fonctions. C'est en remerciant la maire suppléante, les membres du conseil communal et l'ensemble du personnel qu'il a effectué son retour ce lundi. Georges Marsan tiendra d'ailleurs une conférence de presse le mardi 16 avril à 9 h dans la salle des mariages de la mairie. Rendez-vous monégasque incontournable, le Printemps des Arts a fêté cette année sa 40e édition. Un anniversaire dignement célébré puisque le festival a tenu toutes ses promesses avec un public largement au rendez-vous. Alors qu'il s'est terminé hier soir, non sans émotion, nous recevons dans ce journal Bruno Mantovani, le directeur artistique du Printemps des Arts. Bonsoir. Bonsoir. Alors, 40 ans et pas une ride, on peut le dire, même si le festival conserve sa ligne de conduite, il est aussi en perpétuel renouvellement, mouvement, on va en parler. Quel regard vous portez finalement sur l'édition qui vient tout juste de se terminer ? C'est forcément un regard un petit peu ému le lendemain quand on a vécu depuis un mois dans une telle intensité émotionnelle parce que le Printemps des Arts, c'est un festival pluridisciplinaire, c'est un festival de musique bien sûr, mais qui fait référence à d'autres arts. C'est un festival qui couvre des siècles et des siècles de musique. On a commencé avec la musique du XVe siècle pour terminer sur la musique contemporaine. Donc on éprouve des sensations et des émotions très très variables, très fortes, très puissantes. Donc le jour d'après, toujours un moment d'introspection, dira-t-on. Cette année, plus de 30 concerts, plus d'une quinzaine de rencontres et conférences sur le thème du chant de la terre. Pourquoi avoir choisi cette œuvre monumentale de Gustave Mahler comme fil conducteur? Ça a vraiment rythmé tout ce mois. Oui, parce qu'en fait, on se pose beaucoup de questions aujourd'hui sur le rapport de l'homme au monde qui nous entoure, avec toutes ces préoccupations écologiques, tout ce qui concerne voilà, cette relation à une terre dont on hérite et qu'on ne traite pas toujours si bien que ça. Mais en fait, cette question, elle n'est pas née avec les problèmes de dérèglement climatique, elle est née bien avant, alors au 19e et 20e siècle. À l'époque romantique, je crois, déjà ils en parlaient. Mais même bien avant, on a fait même, on a organisé un concert musique du 17e sur le rapport de l'homme à l'animal. Et tout ça, tous les artistes se sont posé la question de savoir ce que faisait un pauvre petit individu dans cette immensité qui nous entoure et comment, alors dans la peinture romantique, vous faisiez référence au 19e, évidemment, Caspar Friedrich, par exemple, a fait ces tableaux où on voit quelqu'un de dos face à l'immensité ou face aux océans. Et comme en plus c'est une préoccupation qui est assez chère à la principauté, voilà, il m'a semblé pertinent de se poser cette question-là et d'y répondre non pas par des statistiques et des études, mais par des œuvres musicales. Alors le chant de la terre a été revisité d'ailleurs par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, mais pas que. Racontez-nous un petit peu comment les mélomanes ont accueilli toutes ces revisites. Alors en fait, on l'a présenté 3 fois. Le chant de la terre, c'est une œuvre pour orchestre symphonique et 2 chanteurs qui est pas vraiment un cycle de mélodies, pas vraiment une symphonie, c'est un peu un mélange de tout ça, un être hybride, qu'on a donc présenté samedi dans ce concert, le dernier concert d'orchestre, samedi dernier, mais on l'a présenté au tout début du festival dans une version réduite, une version de chambre. Au début du XXe siècle, on réduisait beaucoup les grandes partitions pour pouvoir tout simplement les jouer, il n'y avait pas d'enregistrement, donc si on voulait écouter une œuvre, il fallait la jouer entre amis, donc on a présenté une version comme ça pour une vingtaine de musiciens. Et puis j'ai demandé à un compositeur contemporain, bien vivant, Laurent Cugnot, d'écrire son propre chant de la terre, c'est-à-dire sa propre partition, reprenant les textes que Gustave Mahler avait utilisés il y a plus d'un siècle, mais en les mettant en les confrontant à un langage musical et à une expression purement actuelle.
Alors, ça attire forcément un jeune public de mélanger un petit peu ces œuvres anciennes et de leur apporter un petit peu de modernité. Alors, justement, à ce niveau-là, je crois que vous avez eu un fort succès auprès des moins de 25 ans cette année. Alors, il y avait un geste très fort avec le soutien du gouvernement princier, c'était d'accorder la gratuité à tous les spectacles aux moins de 25 ans. Donc, en effet, ça a permis d'attirer une nouvelle population. On a eu quand même plus de 900 places qui ont été retirées par des moins de 25 ans pour assister aux concerts. Je dis concerts, mais aussi spectacles, parce qu'il n'y avait pas que des concerts purs de musique avec 1 heure de musique à entendre. On avait plein d'expériences un petit peu parallèles. Mais on a été très touchés avec l'équipe de voir combien on arrivait à attirer des jeunes publics sur des programmes exigeants. Alors, un festival de musique, mais pas que. C'est vrai que chaque année, vous essayez un petit peu de vous diversifier à travers des concerts, des masterclass, ou encore cette année, une nouveauté, des siestes musicales. Est-ce que là aussi, ça a trouvé son public? Oh, tout le monde est partant pour aller dormir en musique. Ça, je connais personne qui pourrait résister j'allais dire, au charmeur de serpent qui a été Fabrice Younger, flûtiste et compositeur, et qui nous a permis alors que le festival était déjà avancé, que nous étions tous un petit peu fatigués, de prendre une petite heure pour nous. On passe assez peu de temps en fait à se consacrer à soi-même. Alors il ne s'agissait pas forcément de dormir, mais en tout cas de prendre ces moments de contemplation et d'introspection. Oui, ça a vraiment trouvé son public. Autre question, vraiment, parce que là on fait le bilan un petit peu de ce festival qui vient tout juste de se terminer donc, hier soir. Quel a été selon vous le point d'orgue vraiment de cette édition? C'est pas facile comme question. C'est très compliqué parce que moi je suis compositeur, donc quand je bâtis une programmation, je la bâtis comme si j'écrivais une œuvre, dans une espèce de forme. Et c'est très difficile de dire je vais choisir un mouvement parmi les 4 mouvements d'une symphonie par exemple. Je vais peut-être en citer 2, allez, si vous voulez bien. Et 2 qui ne sont pas exclusivement musicaux. Le premier, ça a été la projection du film Le sel de la terre, le film de Wim Wenders et de Giuliano Salgado sur le père de Giuliano Salgado, qui est Sebastião Salgado, le grand photographe dont on a utilisé les clichés pour la communication du festival. Parce que c'était un dimanche matin, le cinéma du Théâtre Princesse Grace était plein. Et on a eu un choc, parce que les images, notamment de Salgado au Rwanda pendant le génocide, étaient d'une violence absolue. Salgado, c'est le photographe de la Terre, c'est le photographe du monde, c'est un franco-brésilien. Et puis peut-être une expérience qui aurait pu être ludique, mais qui en fait a été très émotionnellement puissante, ça a été le dîner organisé avec mon ami Yannick Aleno, où j'ai accordé des œuvres musicales à des plats, ou à des vins d'ailleurs, et qui a été vraiment une rencontre d'artistes. On vient de se remémorer un petit peu vos plus beaux souvenirs. Est-ce qu'il est déjà temps pour vous, au lendemain, de se plonger un petit peu dans la prochaine édition? Est-ce qu'on a déjà le regard finalement porté pour l'année prochaine? Mais c'est même sur 2026 que je commence à travailler. 2025 est terminé. D'accord. Enfin, terminé à quelques détails près. Maintenant, c'est la mise en œuvre de 2025 qui va commencer. 25 appartient déjà au passé. Bon, et on peut avoir une idée de thème ou vous nous le direz plus tard? C'est même sous la torture, je ne parlerai pas. Mais doutais. Début décembre, nous aurons une conférence, une présentation de saison. On sera vraiment ravis de vous accueillir. Bon, et vous reviendrez évidemment sur Monaco Info. Merci à vous. Merci beaucoup. Nous venons de l'entendre avec notre invité Bruno Mantovani. Ce Printemps des Arts 2024 fut un vrai succès, et ce jusqu'à la dernière représentation du festival. Elle s'est déroulée hier soir en la cathédrale de Monaco. Un concert que vous résument José Sacré, Clélia Renaud et Olivier Bonello. La messe de Requiem d'Ockeghem par l'ensemble Gilles Binchois a ouvert cette édition du Printemps des Arts le 13 mars dernier. C'est une autre messe, celle de Pierre Delarue, donnée par l'ensemble Clément Jeannequin et les Saqueboutiers, qui a conclu symboliquement ce dernier opus du cycle intitulé « Ma fin et mon commencement ». J'ai construit un programme autour de cet homme armé, considérant qu'il est mort et qu'il repose en paix, et qu'on fait une messe pour lui spécialement sur tous les champs de bataille qu'il a entendus, sur tous les champs de bataille d'Europe.
Et à l'époque, non, on faisait la guerre comme on faisait de la poésie, comme on faisait de la musique. Les rois, quand ils se déplaçaient sur le champ de bataille, ils emmenaient leur famille, leurs meubles, ils emmenaient leurs musiciens, leurs chanteurs. Donc tous ces gens-là travaillaient ensemble, se mélangeaient. Et donc les thèmes étaient croisés d'une chapelle à l'autre, d'un groupe à l'autre. Et ils aimaient bien, surtout pour la musique sacrée, c'est paradoxal, c'est qu'on utilise des chants profanes, même voire carrément très profanes, même un peu érotiques certaines fois. Mais ils n'avaient absolument pas de scrupules à faire ça. Nous ouvrons une page de sport avec l'AS Monaco FC qui s'est imposé ce dimanche après-midi 1-0 face à Rennes. Cette rencontre au stade Louis II pour le compte de la 28e journée de Ligue 1 a fait vibrer les supporters monégasques. Eux qui n'avaient pas vu gagner, c'est vrai, Monaco dans son stade depuis 4 mois. Suite à ce court mais capital succès, les Rouges et Blancs retrouvent le podium et la 3e place du classement avec 52 points. Le prochain match pour Monaco face à Brest, qui est 2e au classement, sera capital. Attention, pas de rencontre le week-end prochain. Il faudra attendre le 21 avril pour voir les deux équipes en découdre. L'AS Monaco FC qui était endeuillé ce lundi après la disparition de son ancien directeur général adjoint Nicolas Olvec. Il était en poste en principauté entre 2014 et 2020 et était depuis le président du club de l'AS Nancy-Lorraine. Toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches. Je vous le disais en titre, le paddle est incontestablement le sport à la mode ces dernières années. Et en ce moment même à Monaco se tient la toute première édition de la Paddle Best Expo organisée par la société italienne BSG. L'opportunité pour les amoureux de cette discipline de se rassembler jusqu'au 9 avril. Plusieurs terrains de paddles éphémères ont d'ailleurs été installés au sein même du Grimaldi Forum. Pour permettre à la Five Paddle Cup d'avoir lieu, 5 tournois vont ainsi se tenir et parmi eux, celui réunissant des légendes du sport mondial. L'ancien joueur de l'AS Monaco FC, Gaël Givet, y participe. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez donc participer à la Paddle Best Expo à l'occasion d'un tournoi organisé au sein même du Grimaldi Forum. Alors avant de l'aborder avec plus de précision, j'aimerais savoir ce qui vous plaît finalement dans cette discipline qu'est le paddle. C'est un sport nouveau déjà, un sport de raquette qui est très ludique. Je pense que c'est abordable pour tout le monde au niveau technique et on s'amuse très rapidement. Donc, il y a énormément de convivialité, il y a une bonne atmosphère. Donc voilà, c'est pour ça que beaucoup de gens accrochent avec ce sport. Beaucoup de gens et surtout beaucoup de sportifs, des sportifs de haut niveau. C'est une vraie tendance ces dernières années, particulièrement je crois chez les joueurs de foot qui sont de plus en plus nombreux à faire du padel en loisir. Comment vous l'expliquez que ça plaise autant aux sportifs de haut niveau ? C'est un moyen de continuer à faire du sport avec de l'amusement justement et de la convivialité. C'est vrai que pour d'anciens sportifs, quand on a joué pendant 20, 25 ans, 30 ans au foot, on a envie des fois de découvrir d'autres choses par le sport. Donc voilà, je pense que c'est un bon moyen de se retrouver et de passer un bon moment ensemble. Rassurez-moi Gaël, vous gardez tout de même l'esprit de compétition ? Oui, l'esprit de compétition, ça, on le garde. On a plus, moi, pour ma part, j'ai plus trop envie de jouer au foot. Si on me propose une partie de foot ou une partie de paddle, je vais directement sur le paddle. Mais l'esprit de compétition, il est toujours là et l'envie de gagner est toujours présente. Alors justement, vous allez faire partie de l'une des deux équipes qui représentent les Barbajuans de Monaco lors de la Five Paddle Cup. Comme en 2023 d'ailleurs, hein, vous étiez avec votre ancien coéquipier, Monsieur Schilacci. Alors racontez-nous comment ça va se passer, comment vont se dérouler les matchs pour cette nouvelle édition. Voilà, je suis encore associé à Sébastien pour cette Five Paddle Club. Et le tournoi se regroupe en 5 catégories, donc je crois qu'il y a une partie handicapée, une partie célébrité. Là on voit derrière, c'est un tournoi FIP, donc de très haut niveau, un niveau différent. Et donc nous avec Sébastien, on fait le tournoi un peu d'anciens sportifs, un peu d'anciennes célébrités entre guillemets. Et voilà, on participe, il y a notamment d'anciens très grands joueurs italiens et internationaux. Donc voilà, on va essayer de faire mieux que l'année dernière, parce que l'année dernière on n'était pas sorti des poules et cette année on va s'attacher à faire beaucoup mieux.
Vous l'avez dit, d'autres grands noms du football seront aussi présents et même, je crois, un ballon d'or. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, ben, on sait que la présence d'Andrei Shevchenko, voilà, il sera là, donc ça va être un plaisir de taper la balle avec lui, contre lui, et on va essayer de gagner si on a à faire contre lui. Alors je rappelle, le but de ce tournoi est de récolter un maximum de fonds pour des associations. Andrei Shevchenko, vous l'avez dit, sera à l'occasion de cet événement l'ambassadeur de Football for Ukraine. Une partie des fonds récoltés sera donc reversée à sa fondation, mais aussi à l'association de lutte contre le VIH, Fight AIDS Monaco. Ça donne du sens, ça finalement, Gaël, de se battre pour des causes aussi importantes. Oui, bien sûr. Nous, avec les Barbades Juin, on est habitués parce qu'au mois de janvier, il y a toujours le match qu'on fait contre l'équipe du cirque. Donc voilà, c'est une cause qui nous tient à cœur, représentée par la princesse Stéphanie et par Louis Ducruet. Donc voilà, c'est vrai qu'à la fois il y a l'amusement et le plaisir, et à la fois c'est pour une bonne cause. Donc voilà, c'est gagnant-gagnant, et voilà, on espère qu'on va passer un super moment pour la bonne cause aussi. Dernière question, c'est vrai que cette Paddle Best Expo va aussi permettre de mettre sur le devant de la scène la connaissance, l'innovation et les nouvelles tendances autour du paddle, et ainsi de faire un petit peu la promotion de ce sport en principauté. Qu'est-ce que vous diriez à ceux qui hésitent peut-être encore à se lancer dans cette discipline ? Ceux qui hésitent, je leur dirais que déjà de ne plus hésiter, parce que c'est un moyen, on va dire, ludique de faire du sport. Voilà, on s'amuse, c'est pas que pour les experts. Même si vous n'avez jamais tenu une raquette dans votre main, vous allez vous amuser, et très rapidement vous allez passer des bons moments. Et voilà, la convivialité, le plaisir, le partage, c'est vraiment les mots pour qualifier le paddle. Donc voilà, je vous propose vraiment d'essayer une fois, et si vous essayez une fois, vous allez l'adopter et vous ne pourrez plus vous en passer. Vous m'avez convaincu en tout cas, Gaël. Merci beaucoup d'avoir été à nos côtés. Merci sur à vous. Monaco Info. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée, au revoir. Et je vous rappelle que la Paddle Best Expo a débuté ce dimanche et se poursuivra jusqu'à demain. Ce week-end, c'était aussi le lancement du tout premier grand tournoi de beach volley organisé par l'AS Monaco Volleyball. Et pour ces matchs les pieds dans le sable, le Monaco Beach Open n'a pas pris ses quartiers sur les plages du Larvoto, mais bien sur le tout nouveau terrain du centre de loisirs Prince Albert II. Pour en savoir plus, nous prenons la direction de la Turbie avec Théo Schumer et Jean-Alexandre Dordet. Arbitre ! Un plateau de sable suspendu dans les hauteurs de la Principauté, c'est ici, à la Turbie, que l'AS Monaco Volleyball a choisi d'organiser son premier grand tournoi avec les fédérations françaises et monégasques de volleyball. C'est le Monaco Beach Open. On a un tournoi qui est un tournoi de série 2. C'est un niveau national français qui est pas trop mauvais. On a les champions de France en titre qui sont qualifiés pour les demi-finales d'ailleurs, et qu'on va rencontrer juste après. Et voilà, le beach volley, ça se joue à 2 contre 2. On est sur du sable qui est magnifique ici, qui est un peu mou, donc c'est très physique. Là, je viens de sortir de mon match, donc je suis un petit peu essoufflé. Mais voilà, on est très heureux de pouvoir organiser ce tournoi de beach volley. C'est un des premiers à Monaco depuis bien longtemps maintenant. Et pour tenter de gravir le classement jusqu'en finale, il faut se dépasser, car ici, il y a du niveau. On a la chance d'avoir les champions de France actuels, donc Samuel Caté et Olivier Barthélémy. Et vraiment, c'est un tournoi en fait qui va permettre, qui donne beaucoup de points pour pouvoir se qualifier sur les finales qui auront lieu à Saint-Laurent à Cap 3000 en juillet. Donc c'est vraiment très important pour nos joueurs en termes tout simplement de niveau. Et on a vraiment la chance de pouvoir côtoyer des pairs de toute la France. Il y a des pairs qui viennent de Paris, il y a des pairs qui viennent de Bordeaux, de Lille, etc. Donc vraiment tout un panel de joueurs hyper intéressant. Et même si l'enjeu est gros, sur ce terrain, tout est prévu pour passer un bon moment. Quoi qu'il arrive, il y a la vue, certes, mais aussi le renfort des bénévoles vêtus de leur t-shirt rouge. On est aujourd'hui ici conviés tous ensemble pour mener à bien ce tournoi. Donc on est là pour distribuer de la nourriture, pour ramasser les ballons, pour monter d'abord le terrain. On a fait ça la veille. Et puis pour amener la bonne ambiance, on est un club uni, donc on aime venir tous en groupe et entre amis supporter nos copains. Ce week-end, c'était l'étape masculine du tournoi de volleyball, mais samedi 13 et dimanche 14 avril, ce sera au tour des femmes de tenter de s'imposer dans leur propre classement. Tout autre chose à présent. Hier matin avait lieu un événement un peu particulier en la cathédrale de Monaco. Il s'agissait d'une cérémonie pour investir de nouveaux chevaliers dans l'ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Théo Schumer et Olivier Bonello étaient sur place. Reportage.
L'ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem remonte aux croisades, mais en 1847, il est transformé par le pape Pie IX. Aujourd'hui, cette institution catholique s'établit dans 39 pays à travers le monde et la principauté en fait partie. Monaco regroupe 60 chevaliers auxquels se sont greffés 4 nouveaux ce dimanche à la cathédrale. 4 hommes et une femme sont intronisés, chevaliers et dames, par donc Monseigneur l'Archevêque, qui est le grand prieur de notre lieutenance. Et donc nous organisons une cérémonie un petit peu solennelle, donc ça arrive une fois tous les 3-4 ans à peu près, lorsque nous avons des nouveaux membres à adouber. Alors on parle d'adoubement, on parle aussi d'investiture, ce sont 2 termes utilisés. Et justement, la cérémonie est assez particulière. Les candidats, les impétrants, on appelle ça des impétrants, s'avancent devant l'autel et sont intronisés, dames et chevaliers, par notre grand prieur, avec la présence généralement d'un représentant du grand magistère venu spécialement donc de Rome, et en l'occurrence ici le gouverneur général de notre ordre, son excellence Visconti di Modrone. Le gouverneur général de l'ordre et l'archevêque de Monaco étaient présents, mais également son Altesse Sérénissime le prince Albert II. Il avait quant à lui la charge de remettre l'insigne aux nouvelles recrues, un dispositif donc très spécial mais fièrement salué. Les chevaliers et les dames sont nombreuses. Chaque année, on ajoute 4 ou 5 ou 6. Cette année, c'était 4 nouveaux membres. Et c'est toujours un plaisir de revenir dans la principauté parce que nous savons que les membres de la principauté sont dévoués à l'ordre, généreux avec leurs donations. Les 4 chevaliers sont investis pour servir plusieurs causes chrétiennes, notamment en Terre Sainte. Mais cet adoubement est avant tout un engagement personnel. C'est avant tout un engagement, c'est-à-dire accomplir, c'est s'accomplir soi-même en tant que désormais chevalier et grandir dans la spiritualité et puis collectivement s'engager au service des chrétiens de Terre Sainte et là tout particulièrement actuellement, comme il a été dit hier, il y a essentiellement un service humanitaire pour tous ceux qui souffrent actuellement, quelle que soit leur confession. Mais c'est un engagement envers la Terre Sainte. Aujourd'hui, l'ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem compte 30 000 volontaires dans le monde, répartis dans 60 lieutenances et délégations magistrales. Vous êtes très certainement déjà allé voir une pièce au Théâtre des Muses, mais connaissez-vous ces coulisses? Eh bien, ce soir, dans ce journal, nous vous proposons une immersion complète pour tenter de percer les secrets de ce célèbre petit théâtre monégasque. Théo Schumer et Arnaud Imbert y ont passé pour vous toute une journée reportage. Il est 14h30 au Théâtre des Muses. Derrière la porte qui garde la salle, des clameurs enfantines résonnent jusque dans l'entrée. Et pour cause, par-delà cette porte est jouée une pièce très appréciée des enfants, Alice au pays des merveilles. Le poisson, qu'est-ce qu'il fait le poisson? Ah, le poisson, lui, il nage dans l'eau et ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas là que commence notre journée, en fait elle commence ici, sur la place d'Armes. Il est 11h du matin, Antea Sonio, la grande chef d'orchestre du Théâtre des Muses, part à la chasse aux spectateurs pour tenter de combler les derniers sièges libres de la prochaine séance. Antea, vous commencez votre journée avec du tractage. Ça peut arriver. Là, par exemple, on vient de rajouter une représentation supplémentaire il y a 2 jours, parce qu'il y avait beaucoup de demandes pour Alice au Pays des Merveilles. Et moi, je ne peux pas supporter de dire non aux enfants. Donc, on a organisé cette représentation et maintenant, du coup, il faut la remplir. Alors c'est un vrai bonheur d'aller voir les gens nous aiment beaucoup, souvent ils nous disent des choses merveilleuses sur notre travail et même si aujourd'hui on peut faire de la publicité différemment sur les réseaux sociaux, alors on le fait, mais j'ai très à cœur de rester au milieu des gens, de pouvoir parler, de voir les enfants qui courent vers moi, Antea, parce que le théâtre c'est avant tout du vivant, du lien et du présent. Après quelques tracts distribués, c'est l'heure de rentrer. Il est 13h et comme toujours, Antea invite les compagnies à déjeuner chez elle. Ici, c'est une tradition. Les comédiens qui viennent parfois de loin pour jouer au Théâtre des Muses sont logés chez la directrice et y mangent tous ensemble. Bien entendu, toujours dans une ambiance familiale. Ça aussi, c'est la tradition. À 14h, nous retrouvons 2 comédiennes derrière leur décor. C'est le moment des derniers réglages avant le départ d'Alice pour le Pays des Merveilles.
Vous êtes à 20 minutes de la représentation. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire C'est toute la disposition, parce que comme il y a beaucoup de magie dans tout ça, avec les ombres chinoises notamment, le petit Castelet, donc il y a une précision de mise en place qui est à faire et qui, en tout cas, nous, il faut qu'on soit très précise sur ça, notamment pour les changements de décor qui sont très rapides, les masques, voilà, il y a plein de personnages et on n'est que 2 pour faire tous ces personnages. Donc voilà, il faut qu'on soit assez méticuleuse sur le placement des objets et des costumes. Au même moment, d'autres comédiens s'activent dans les loges, mais pas pour le même spectacle. Ils joueront quant à eux la pièce Grain de sel en fin de journée. Voilà une autre particularité du Théâtre des Muses. Une représentation peut en cacher une autre. Le public vient voir Grain de sel. C'est une comédie satirique autour des inégalités femmes-hommes et du sexisme ordinaire. Et en fait, c'est un dîner qui réunit un couple. Donc Tristan et moi, on interprète un couple qui invite le frère de Tristan et une amie. Et en fait, chacun va avoir quelque chose à révéler pendant ce dîner, qui va finir par partir un peu en cacahuète. Et c'est l'occasion, en fait, d'aborder plein de sujets d'actualité, mais de façon à la fois profonde et drôle. 14h20, les spectateurs commencent à entrer dans la salle. Le spectacle est très populaire auprès des plus jeunes qui sont encore nombreux à s'être déplacés. Mais il y a de la place pour tout le monde, la salle peut accueillir 90 personnes. 14h30, l'heure c'est l'heure, mais pas question de commencer la pièce sans un mot de la maîtresse de cérémonie. Antea prend très à cœur d'accueillir le public et de rappeler aux enfants quelques règles essentielles au théâtre. Les enfants, nous allons revoir ensemble comment est-ce qu'on se tient au théâtre. Bien, ça c'est sûr. Mais comment est-ce qu'on se tient bien? Il ne faut pas boire. Il ne faut pas boire, il ne faut pas manger, parce que ça salirait le théâtre, d'autant plus qu'il y aura un petit goûter qui vous attend à la sortie. Après ces paroles de bienvenue, le voyage peut commencer. Moins d'1 heure de représentation dans le rêve d'Alice perdue au pays des merveilles. L'histoire a été réadaptée en version courte pour le jeune public afin de n'en retenir que le meilleur et d'éviter les passages effrayants. Un pari réussi pour la compagnie qui l'interprète. À en juger les visages des enfants, le spectacle plaît et captive. D'autant qu'il est interactif, tout le monde peut participer. C'est la philosophie du Théâtre des Muses. « 15h30. La pièce touche à sa fin, mais le voyage se poursuit à l'extérieur. Alice et ses amis attendent les enfants autour d'un goûter. L'occasion aussi de signer le livre d'or pour exprimer une dernière fois ô combien le spectacle leur a plu. Ça t'a plu? C'est le plus beau spectacle que j'ai jamais vu. Quoi ton moment préféré? Quand il y avait Alice qui cherchait le lapin. Et si ce spectacle suscite autant d'éloges chez les enfants, il y en a une aussi que cela ne cesse de ravir à chaque fois, c'est bien sûr la maîtresse des lieux. Ce spectacle, j'ai eu l'occasion de le voir à plusieurs reprises et chaque fois, à la fin, je suis émue. Émue par rapport à la qualité du travail de cette compagnie, comme un idéal. Et chaque représentation est toujours plus belle l'une que l'autre, avec vraiment la conscience du détail, de la perfection. La certitude, en venant au Théâtre des Muses, c'est qu'on va véritablement vivre et partager une expérience humaine rare qui va apporter quelque chose demain, dans le quotidien, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de se dépasser et vive le théâtre! Notre journée s'achève sur cette formule très emblématique de ce théâtre, mais ici, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Pour ceux qui en redemandent, c'est la compagnie de la pièce Grain de sel qui prend ensuite le relais. Bref, au Théâtre des Muses, la comédie ne prend jamais de repos. Avec plus de 240 pièces interprétées par an et même des stages de théâtre pour les enfants, ici, il y a toujours quelque chose à voir ou à faire. Tout de suite, vos prévisions météo avec Vanessa Dessy. Bonsoir Vanessa. Le beau temps n'est malheureusement pas au programme de ce mardi 9 avril. Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Le temps se dégradera avec de la pluie. Les températures oscilleront de 13 à 17 degrés. Le soleil se lèvera à 6h55 et se couchera à 20h08 et nous fêterons
les Gauthier. Pour refermer ce journal, notre photographe Frédéric Nébinger vous propose plusieurs clichés en immersion au Grimaldi Forum. À l'occasion, je vous en ai déjà parlé, de la Padel Best Expo. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain soir pour une nouvelle édition riche en actualités. En attendant, très belle soirée sur Monaco Info.